Alors, on se tourne vers des entreprises innovantes, des entreprises effectivement implantées dans la région, dans le Grand Sud-Ouest et qui proposent des aliments innovants. Et donc, j'ai le plaisir d'appeler à mes côtés Robin Castello, cofondateur de Mium, Renaud Ducot, directeur commercial de Rouage, et Cyril Rouffet, fondateur de PAPS. Merci de me rejoindre. Mettez-vous de part et d'autre avec les micros. Bonjour. Bonjour Renaud et bonjour Cyril. Alors, n'hésitez pas, approchez-vous, mettez-vous autour de moi, peut-être à ma gauche et à ma droite. Je vais tout d'abord faire un petit tour de présentation, un tour de table, et puis vous n'hésiterez pas à compléter. Robin Castello, bonjour. Vous pouvez prendre un micro. Vous êtes le cofondateur de Mium, une société qui depuis juin 2022 a commencé la commercialisation de Cookies Nutri-Score A. C'est une société que vous avez cofondée avec des amis de l'école d'ingénieurs de Purpan. On en a beaucoup parlé depuis le début du salon Cefia à Toulouse. Beaucoup de personnes qui sortent effectivement de cette école sont présentes. Et puis, à l'issue de vos études, vous avez fait un constat, c'est que vous aimez bien snacker, mais l'offre présente manquait d'alternatives qui soient à la fois saines et gourmandes. Donc on va y revenir, mais c'est bien ça pour la présentation. Exactement, oui, c'est ça. Merci Robin. Cyril, bonjour. Donc Cyril Rouffet, vous êtes le fondateur de PAPS. Tout à fait. Une entreprise que vous avez créée après une quinzaine d'années d'expérience dans le secteur agroalimentaire. Vous avez été chef de projet innovation, on va le citer, au sein du groupe Gozoki. Exactement. Un groupe très implanté dans la région. Alors, vous avez fait un constat, c'est pas tout à fait le même que Robin, mais quand même pas loin. On n'est pas loin. C'est que vous, c'est pas le snack, c'est l'apéro. Mais à l'apéro, effectivement, là aussi, il manquait, notamment d'ailleurs pour votre famille, pour vos filles, d'alternatives qui soient à la fois gourmandes et saines. Et donc, vous avez développé des chips avec une recette originale. On reviendra sur la recette, on détaillera cela. Mais le résultat, c'est des chips croustillantes et Nutri-Score A, donc également intéressantes sur le plan nutritionnel. C'est bien ça. Vous avez tout résumé, parfait. Et puis Renaud Ducot, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes donc directeur commercial de Rouage. Alors c'est une entreprise un peu plus avec un peu plus d'historique et avec effectivement un positionnement en amont. Donc depuis 15 ans à l'Agropole Agen, spécialiste des ingrédients aromatisants. Ce sont des alternatives aux arômes. On déclare sur l'étiquette infusion 2, donc il ne s'agit pas de mettre des additifs. Le process, une infusion de matières premières fraîches dans des solvants liquides sur différentes bases, aqueuses ou huileuses. Et donc le résultat, c'est des notes aromatiques diverses. On va y revenir. C'est bien ça. Ouais, c'est ça. Alors, vous l'avez compris, ce matin, il y a un enjeu sur le territoire, le local, le régional. On va essayer de parler les uns et les autres de votre lien justement au territoire. Alors, je me tourne, vous avez le micro, Renaud, vers vous. Donc on l'a dit, un savoir-faire sur le monde végétal. Je crois que vous avez plus de 500 matières premières. Vous êtes capable de travailler. Et alors justement, quelle est la part du local? Comment est-ce que s'inscrivent vos approvisionnements dans une volonté, une optique de proximité? Alors 500 matières qu'on a travaillées au cours de ces 15 dernières années, que ce soit des plantes, des épices, mais également des fruits et des légumes. Et dans l'ADN de Rouage, depuis le début, on a mis en place des partenariats avec des producteurs locaux pour avoir des parcelles dédiées pour la culture de mélisse, de verveine, de thym, de romarin. Et ça reste aujourd'hui encore notre principale source d'approvisionnement. On va toujours chercher au plus local possible, donc en sélectionnant des producteurs ou des fournisseurs locaux, que ce soit Lot-et-Garonne, mais aussi dans toute la région Aquitaine, Occitanie, quand c'est possible. Et donc ça veut dire qu'il y a des partenariats, ou en tout cas vous aidez, vous accompagnez les agriculteurs, les exploitants à aller vers les productions qui vous sont nécessaires. On les accompagne, on leur spécifie quels sont nos besoins, ils anticipent les récoltes en amont, on contractualise avec eux et l'idée c'est également que le producteur puisse vivre de ces récoltes. Donc nous on achète au prix qui nous est fixé par le producteur et on n'est pas dans une négociation acheteur-vendeur et matraquant. On veut un produit de qualité, on veut que le producteur puisse travailler correctement, vivre. Et c'est des matières premières fraîches, donc ça veut dire que la proximité est essentielle, j'imagine, pour la qualité. Exactement, nous à la récolte, on récupère la matière des récoltes, on récupère la matière dès la récolte qu'on vient nous ensuite
soit utilisés directement, soit surgelés, puisque dans notre process, il n'y a pas de perte organoleptique lors de la fabrication. Alors Cyril Rouffet, fondateur de PAPS, une gamme donc de 6 recettes de chips. Alors peut-être déjà nous dire comment elles sont élaborées pour qu'on comprenne bien, et puis justement quel est votre sourcing? Oui, bien sûr. Nous avons développé donc une gamme de chips saines et sans équivalent sur le marché. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous faisons des chips sans pommes de terre et sans friture. Donc vous allez me demander qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Oui, voilà. En fait, on fait des chips à base de légumes. Donc on utilise du pané, donc un légume ancien, de l'oignon et de la farine de riz complète. Et avec ces 3 ingrédients-là, on fabrique une pâte de chips que l'on reforme et qu'on cuit dans un four. Ce qui nous permet d'être 70% moins gras qu'une chips classique, puisqu'on est donc une chips qui obtient donc ce Nutri-Score A par le fait de ses recettes et par le fait du procédé de fabrication, qui permet de faire donc des chips sans friture. Et on a donc une croustillance qui vient du fait qu'on retire l'eau du produit, tout simplement. Et pour répondre à votre question, nous voilà, on se source 100% en France. L'ensemble de nos légumes sont français, notre riz aussi est français. Alors on ne peut pas forcément faire de l'ultra local, parce que clairement le riz par exemple vient de Camargue, hein, donc Voilà, on mais n'est là, pas on très peut loin, pas faire mieux. on n'est pas très loin du Lot-et-Garonne, mais on n'est pas dans le Lot-et-Garonne. Donc voilà, nos légumes, nous on travaille du légume directement processé, on n'a pas la capacité de l'acheter sorti champ et de devoir le peler, le travailler. Donc nous on achète des légumes auprès de grossistes qui se fournissent auprès d'agriculteurs français. Et à l'instar de ce que fait la société Rouage, on contractualise tous les ans. On dit ben voilà, cette année, on aura besoin de X tonnes de panais, X tonnes d'oignons. Et on contractualise sur un prix. Là aussi, dans le but que ça soit gagnant-gagnant, on fixe un prix ensemble. Et on fixe les volumes pour l'année à venir. Comme ça, l'agriculteur sait ce qu'il a à planter, ce qu'il a à récolter. Et il sait que pour PAPS, il aura tant de tonnes de panais, tant de tonnes d'oignons, en 100% bio, 100% français. Un point important, et ça fait suite à la présentation de Denis Dubosc, effectivement, pour pouvoir exploiter les matières premières locales, vous avez besoin de la disponibilité, d'une qualité constante, et puis aussi, effectivement, de procéder, on va dire, de première transformation. Ce n'est pas forcément votre vocation. Est-ce qu'il y a des légumeries qui pourraient s'installer autour de vous, ou des partenaires qui pourraient justement être prêts à faire cela? Alors tout à fait, je sais qu'il y a plusieurs projets justement dans le Lot-et-Garonne aussi qui sont en cours, pour essayer justement de pouvoir, c'est vrai que nous en tout cas dans le Lot-et-Garonne on a un vrai gisement que ce soit des légumes ou de fruits, et il y a des projets tout à fait de légumerie pour pouvoir mettre à disposition des différentes entreprises agroalimentaires ces produits pré-transformés. Alors quand on parle de la transformation, des fois ça fait un peu peur. Moi quand je parle de transformation, on parle juste de légumes pelés coupés, quoi. Voilà, exactement. Voilà, c'est ce qu'on fait à la maison dans la cuisine exactement. familiale, effectivement. Et pour rebondir excusez-moi, sur ce que vous disiez par rapport aux approvisionnements, nous on essaye d'aller jusqu'au bout de la démarche, c'est-à-dire que même nos cartons, on achète nos cartons auprès de cartonniers gersois, à côté de chez nous. Voilà, on essaye vraiment de se fournir au plus près. On fait imprimer toutes nos plaquettes et nos éléments de communication auprès d'imprimeurs du Lot-et-Garonne. Voilà, on essaye vraiment d'être dans cette démarche, de faire travailler des partenaires locaux. Voilà, le local, on l'a vu aussi tout à l'heure avec la confiserie du Tech. Je me tourne vers Robin Castello, cofondateur de Mium. Alors, tout d'abord, sur les appros, vous, déjà, 100% France, c'était une évidence? C'est ça, en fait, pour nous, ça faisait pas forcément sens de venir créer une entreprise et d'aller faire les choses ailleurs. Donc, on fabrique sur Toulouse. On essaie de faire au maximum avec les ingrédients français. Donc, pour l'instant, on a 3 goûts différents. Alors, je vais pas vous la faire, les cranberries, le chocolat, on les source pas en France. Là, on malheureusement. n'a pas le choix. C'est ça. Mais partout où on peut mettre du français, on le fait. Que ce soit sur nos haricots blancs qui viennent de Charente, que ce soit sur la farine qui vient du Lauragais juste à côté, que ce soit sur le sucre qui vient du nord de la France. Dès lors qu'on peut mettre du français, on le fait. Pour nous, ça fait sens. Et après, pour les ingrédients étrangers pour lesquels on n'a pas forcément le fait, on n'a juste pas le choix en fait. Là, on fait au mieux avec les fournisseurs. Et puis, on l'a vu avec Cyril, au fond, le local, c'est bien sûr les approvisionnements, c'est évidemment essentiel, mais c'est aussi travailler avec un écosystème. Et alors, vous êtes implanté sur le Mine à Toulouse. Voilà, on a compris, hein, vous avez fait votre école d'ingénieur à Toulouse, c'est votre ADN, quoi, le Toulousain. Oui, c'est ça. Pareil, hein, on a été élevé à Toulouse, grandi à Toulouse, on a fait nos études sur Toulouse. Et là, aujourd'hui, on est installé donc, au marché gare aux Mines. Et c'est vrai que ça fait sens aussi pour nous. La suite, c'est même si on espère pouvoir aller à l'échelle nationale et se développer, toujours garder le siège à Toulouse. On y a nos racines, on y est attaché. Comme je disais, hein, les produits, la farine viennent du Lauragais, c'est quelque chose qui nous tient aussi à cœur.
et puis faire travailler l'écosystème magnifique qu'on a sur le mine. C'est une pépinière, c'est ça, d'entreprise? Exactement, en fait on est à peu près une cinquantaine d'entreprises, donc de tout corps de métier confondus. Il va y avoir par exemple des banques, des assurances, des entrepreneurs, etc. Et tout le monde a la particularité d'être rattaché au milieu de la food. Et c'est ça qui fait notre force. Donc en fait, dès lors qu'on a une demande sur un quelconque aspect lié à l'entrepreneuriat, on a forcément un interlocuteur à qui s'adresser. Et c'est aussi ça la force du réseau. Et c'est aussi ça pour la raison pour laquelle on a choisi de rester sur Toulouse et de s'implanter durablement, on espère, sur le mine. Et alors, y compris pour trouver des partenaires au niveau de la fabrication, du process, vous êtes une jeune entreprise, on imagine, vous n'avez pas une usine de 10 000 m² encore, ça va venir. Mais comment vous faites? En fait, on travaille avec un prestataire qui nous met à disposition les laboratoires sur Toulouse. Et donc nous, on vient sur ces heures creuses et on vient réaliser la production de nos cookies à ce moment-là. Ouais. Pendant ces heures creuses, du coup, on reste sur Toulouse et c'est aussi une volonté de notre part, encore une fois. Alors cet ancrage local, du coup j'ai deux représentants voilà, d'Agen, l'agropole d'Agen, c'est effectivement un écosystème qui vous a été profitable les uns et les autres, qui veut répondre. Allez Cyril. Oui, clairement, moi j'ai pu bénéficier de cet écosystème dès le démarrage de mon entreprise. Donc moi je me suis lancé en janvier 2020. J'ai commencé par faire réaliser une étude de faisabilité au sein de l'Agrotech, qui est le centre technique de l'Agropole, qui est représenté ici au CFIA. Et donc c'est vrai que j'ai la chance depuis le début d'être accompagné par cette pépinière de l'Agropole, qui est quelque chose d'unique en France, et je crois même unique en Europe. Qui permet, à l'instar de ce qu'on expliquait sur Toulouse aux mines, on a un peu le même écosystème, c'est-à-dire qu'on a à notre portée tous les acteurs pour nous aider à grandir. Donc on a aussi bien des comptables que de la communication, que même des transporteurs, on a des ateliers de fabrication. Vous êtes accompagné voilà, pour une question justement qui relève de la comptabilité ou du juridique, ou de la com, il y a quelqu'un qui peut vous épauler. Exactement, au sein de l'Agropole, quand on rentre dans le système pépinière qu'on appelle, on a vraiment cet environnement-là qui nous est dédié, avec des chefs de projet qui nous suivent, qui sont consultables, entre guillemets, le mot consultable n'est pas très sexy, mais vers qui on peut se tourner quand on le souhaite. Et ils ont des équipes dédiées au sein de l'Agropole pour nous accompagner sur la communication, l'aspect aussi business plan, parce que c'est très important quand on démarre, donc comptabilité. Et on peut échanger aussi avec les autres entreprises, puisqu'on a d'autres startups et d'entreprises un peu plus avancées comme Rouage. Cet écosystème-là fait qu'on arrive vraiment à pouvoir s'échanger des informations et grandir tous ensemble. Agropole, Agrotech, un partenaire du salon CFIA Toulouse. Vous pouvez effectivement aller voir la ligne de valorisation des cerneaux de noix en boisson végétale réalisée par la coopérative Unicoque sous la marque Coquille. Et puis au niveau de l'outil de production, alors vous en êtes où? Et justement, c'est peut-être aussi un outil soit partagé ou mis à disposition par la Technopole? Alors exactement, en fait quand j'ai démarré au sein de l'Agropole, j'avais donc accès, je louais un petit bureau mis à disposition par l'Agropole. Après on a réussi à identifier un premier petit bâtiment de production d'une centaine de mètres carrés. Là aussi que l'Agropole me mettait à disposition donc, pour commencer mon activité. Et comme l'activité a grossi depuis quelques temps et que je viens tout juste d'investir dans une nouvelle ligne de production, on a travaillé depuis plus d'un an avec l'Agropole à la préparation et l'optimisation d'un bâtiment au sein de l'Agropole qui permet de nous accueillir. Et effectivement, aujourd'hui, on est dans un bâtiment partagé, ce qui est très agréable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a mis en place un bâtiment de production au sein de l'Agropole qu'on partage avec une autre start-up qui s'appelle Granabio. Granabio, d'accord. Qui fait des desserts végétaux. Et en fait, on a mutualisé ce bâtiment-là, c'est-à-dire qu'on a chacun notre production, chacun notre stock. Par contre, on mutualise toute la partie, on va dire, administrative. Donc, on a des vestiaires en commun, on a la salle de pause en commun, on a chacun nos bureaux, mais on est dans le même bâtiment. Et c'est hyper enrichissant parce que justement on peut s'entraider, on peut sourcer des matières premières ensemble, donc pour avoir des meilleurs prix, on peut transporter et expédier de la marchandise ensemble. Voilà, on essaye aussi de mutualiser tout ça et ça c'est grâce aussi à l'Agropole. Ouais. Renaud, justement, cet écosystème local, alors au-delà de prendre des chips PAPS aux apéros Agropole, qu'est-ce qui effectivement est très concret en termes de collaboration au sein de cette Technopole? C'est tout un tas de synergies, on a une vraie dynamique au sein de l'Agropole, on est plusieurs acteurs sur différents secteurs de l'agroalimentaire, mais comme le disait Cyril, tout à l'heure, on se connaît tous, on peut échanger, trouver des synergies qui nous permettent soit de mutualiser, soit de travailler ensemble, ou soit de développer des partenariats.
simplement. Merci Renaud. On va passer un peu à l'actualité. Je voudrais qu'on mette en exergue des projets que vous menez les uns et les autres. Renaud, vous avez la parole. Alors, sous l'angle des partenariats locaux, je sais que vous menez un projet tout à fait intéressant avec un partenaire en Dordogne autour du verjus bio. Ouais, exactement. Donc toujours dans la lignée de ce qu'on expliquait tout à l'heure sur les partenariats et les collaborations avec les producteurs locaux. On est en plein cœur avec Muriel qui est présente ici. C'est le domaine du Siorac qui est basé sud Dordogne, qui produit des vins, mais également du verjus. Alors le verjus, c'est un jus acide extrait, pour rappel, extrait des raisins qui n'ayant pas mûri. Donc un produit vraiment de qualité, ancestral, que Muriel travaille année après année depuis plus de 70 ans, c'est ça ? 30 ans, c'est déjà bien. Marseille un peu. Et qui est utilisé pourquoi du coup ? Alors Muriel pourra le dire, mais nous en tout cas on essaie de le mettre en valeur à destination de la restauration, en venant avec nos différents savoir-faire, le concentrer pour déjà avoir un transport d'eau un peu moins important. On travaille également le jus de raisin que l'on transforme en sucre de raisin, donc entièrement naturel. Et ces deux bases peuvent également nous servir à créer de nombreuses recettes. On peut travailler des mayonnaises végétales avec du concentré de verjus. On peut créer une boisson, une limonade avec ces deux bases de concentré de verjus et de sucre de raisin. Et donc voilà, c'est un projet qui est en cours. Donc voilà, on a quelques échantillons qu'on pourra déguster à destination de la restauration, pour déguster avec des huîtres ou plein d'applications possibles pour remplacer le citron. Bon, très bel exemple effectivement de partenariat local. Je me tourne vers Robin. Alors voilà, votre entreprise est juste naissante, des projets, vous en menez des dizaines en même temps. Là, l'enjeu clé, c'est évidemment la commercialisation. Vous en êtes où ? Donc nous, on a créé la société en septembre 2021, donc ça fait tout juste un an. L'enjeu pour nous, donc on est présent sur différents marchés. Surtout le plus important pour nous, c'est la GMS, grande et moyenne distribution. Et donc on a ce marché-là, on a aussi le marché de la restauration collective qui est important dans une moindre mesure. Et donc on a des produits, on est prêt à commercialiser depuis début juin. D'accord. Donc on a créé en septembre, on a mené au début d'année un financement participatif puisque on venait de créer la société juste après nos études, donc on n'avait pas les moyens d'avancer une première production. On a fait un financement participatif, on a récolté 15 000 € qui nous ont permis du coup de lancer les packaging, la production pour avoir les produits fin prêt début juin. Et depuis début juin, du coup, on commercialise en grande surface, surtout pour l'instant autour de Toulouse. Et donc l'objectif, l'ambition, c'est de montrer que ça marche sur Toulouse pour ensuite pouvoir s'étendre au niveau régional, je l'espère au niveau national. Et donc pour l'instant, vous pourrez nous retrouver dans à peu près une dizaine de points de vente autour de Toulouse. C'est amené à s'étendre, bien sûr. Et puis, je disais aussi avec la restauration collective, d'autres acteurs plutôt privés. Pour l'instant, avec qui on avance aussi. Alors, début de la commercialisation, une dizaine de magasins en local et bientôt régional, on en est sûr, parce qu'il faut aussi signaler un grand événement, c'est quand vous avez fait goûter effectivement vos produits ici même, dans ce parc expo du Mythe Toulouse Métropole. Je crois qu'il y avait plus de 5000 personnes. C'est ça, ouais. En fait, on a eu la chance de participer. Donc, il y avait l'entreprise Airbus qui avait organisé un événement ici au Mythe. Et on a eu l'occasion en fait de faire tester nos produits donc à tous leurs invités. Et en fait, ça fait un super retour produit parce qu'on était au moment de toute la partie R&D. Donc, on a vraiment pu avoir un panel de plus de 4 ou 5 000 personnes. C'est quelque chose qui arrive assez rarement pour avancer sur le produit, Et les retours étaient comment ? Les retours étaient plutôt bons. Ça nous a permis d'évoluer sur la texture. On avait un biscuit qui était un peu mou, donc c'était un cookie plutôt type américain. Et c'est vrai que les gens sont moins éduqués à ce type de cookie. On attend plutôt quelque chose de plutôt croustillant en général. Et donc on avait une personne sur nous qui nous disait moi j'aime bien, le goût c'est ça, mais je préfère quelque chose de croustillant. Donc on s'est adapté, on a revu les recettes et on a sorti un cookie du coup qui est croustillant. Texture plus croustillante. Une texture plus croustillante, donc on répond à davantage de monde et on a plus ce retour moi je préfère mes cookies croustillants. Voilà, donc là, ça nous a permis du coup d'évoluer là-dessus et c'est quelque chose qui est super important en tant que jeune entreprise d'avoir la capacité de changer, de pivoter rapidement. Voilà. De vous adapter aux papilles toulousaines, mais vous serez prêt pour conquérir le marché américain quand il le faudra. Oui, du coup, oui. Cyril, de votre côté, donc on a parlé effectivement de votre installation dans ce nouvel atelier de production. Vous internalisez des process, c'est ça, avec désormais une ligne de conditionnement qui fait que vous pouvez répondre à la demande.
C'est exactement ça. C'est-à-dire que nous, à l'instar de toutes les entreprises qui démarrent, on n'avait pas forcément les moyens de pouvoir tout faire nous-mêmes. Donc on maîtrisait la production, on n'avait par contre pas de ligne de conditionnement. Donc depuis 6 mois, c'est chose faite. On a investi donc dans une machine, une pesée associative, une ensacheuse verticale qui nous permettent de pouvoir maîtriser donc de A à Z la production jusqu'au conditionnement. Et justement, nous, on est dans cette phase-là aussi où maintenant qu'on a internalisé la totalité de notre production, on peut se permettre de s'amuser, de développer pas mal de petites choses. Donc on a pas mal de tests en cours sur des nouvelles recettes, des nouveaux formats de packaging justement. Et voilà, donc ça va nous donner cette liberté-là et on va pouvoir justement répondre à la demande qui est grandissante. Et alors, donc vous, du coup, vous êtes déjà des référencements régionaux, hein, si je ne me trompe, et donc l'échelle peut-être supérieure, c'est le supra-régional avant le national. Exactement, c'est exactement ça. Bon, on a fait un peu comme tout le monde, hein, étape par étape. On fait beaucoup de directs encore aujourd'hui, on va dire en Grand Sud-Ouest. On a depuis bientôt un an un référencement en centrale régionale chez Carrefour, des Carrefour Market. Donc c'est à peu près 70 magasins dans le Sud-Ouest. Un référencement chez Casino aussi. Et donc ça nous permet de pouvoir grossir, avoir des premiers résultats. Et l'idée, comme vous venez de le résumer, c'est de faire une première centrale, une deuxième centrale. Et après d'aller un peu plus loin. Et si possible au national, ça sera parfait. Merci pour cette réponse. Alors l'actualité, on le voit, elle est chaude, hein, vous êtes bien occupés, mais ça ne vous empêche pas de vous projeter les uns et les autres vers le futur, vers le long terme. Alors Renaud, un projet en cours de développement que vous pourriez mettre en lumière? Ouais, toujours dans le souci de mettre en avant les producteurs locaux. On évoquait tout à l'heure la richesse de nos territoires. J'ai parlé de celui de Lot-et-Garonne, qui est varié. On a beaucoup de fraises ultra qualitatives. Et lors des récoltes, il y a forcément des écarts de tri que le consommateur ne veut pas forcément, ou la distribution, donc des fraises qui sont très bonnes, mais plutôt moches. Que nous, on essaie de créer une filière avec les fraises du Lot-et-Garonne pour nous récupérer ces écarts de tri, donc faire une valorisation de coproduits, et on arrive, nous, avec nos procédés, à créer un ingrédient naturel de fraises qui viennent remplacer les arômes de fraises qu'on a l'habitude d'avoir. Donc la fraise, ça reste un sujet un produit qui est compliqué. Oui. C'est souvent en question économique d'avoir une aromatisation fraise 100% naturelle, et en utilisant ces coproduits, on arrive à avoir une vraie alternative aujourd'hui. La filière se met en place et on peut avoir des allégations derrière d'origine et pousser encore plus loin avec des variétés bien spécifiques. Donc des infusions de fraises. Alors quel type de produits pour les utiliser? Peut-être produits laitiers frais? Dans des yaourts, pour venir rehausser aussi le goût de certaines confitures. Ça peut être utilisé dans les biscuiteries, je lance une perche. Les applications partout où il y a un arôme de fraise, ça peut être un jus, plein de choses. D'accord, qui va venir effectivement renforcer l'intensité de la avoir note une vraie fraise. naturalité en bouche, une vraie longueur en bouche. Tout en ayant véritablement un profil aromatique au plus près de la matière première, dans le respect de ça. Ouais, ce qu'est notre savoir-faire, exactement. Ce qui est votre savoir-faire. Robin, alors voilà, vous êtes, on l'a dit, en plein développement, mais ça ne vous empêche pas d'avoir des idées à moyen long terme, et notamment c'est des développements de nouveaux produits. C'est ça exactement en fait. Donc on s'est lancé avec le cookie pour question de facilité parce que c'était plus facile à conserver. On avait avant ça développé aussi un moelleux, donc toujours un Nutri-Score A, toujours au rayon épicerie sucrée. Toujours avec de la légumineuse qui en fait nous permet de remplacer le beurre. On travaille donc sur des produits qui sont 100% végétaux. Donc je disais le moelleux, on a aussi d'autres produits. Alors de toute façon c'est pas... Nos produits ne sont pas innovants sur leur dénomination, c'est plus sur la composition. Je disais un moelleux avec du haricot blanc. On travaille aussi de tout ce qui peut être par exemple pâte à tartiner, donc faire de la pâte à tartiner en Nutri-Score A aussi. En purée de haricots aussi. Alors en utilisant toujours de la légumineuse. Ouais. Mais du coup tout l'intérêt en fait, parce que faire un Nutri-Score A en soi c'est pas si compliqué. Là où c'est compliqué c'est de le rendre bon, parce que les ingrédients qui sont en Nutri-Score A ils sont simples. Mais le faire que ce soit gourmand, et c'est parce que c'est ça qui nous fait manger. On mange pour se faire plaisir, on mange pas en tout cas dans une moindre mesure pour la santé. Bien sûr, et on est d'accord que le haricot peut avoir un effet tannant, donc effectivement il faut arriver à adoucir un peu cette note. Ouais, alors c'est juste une des légumineuses qui marche le mieux pour nous, qui a le moins d'arrière-goût, c'est pour ça qu'on l'a sélectionné. Il y a un petit goût à vert, mais une fois qu'il est blanchi, on le sent vraiment pas. Donc tout l'intérêt c'est de venir utiliser en fait cette base de connaissances qu'on a développée sur le haricot et la dupliquer sur d'autres produits. Donc il y a le moelleux, il y a la pâte à tartiner. Demain on réfléchit aussi peut-être sur une glace aussi. Une glace, effectivement. Une glace, donc ce sera pour l'été prochain, voire celui encore d'après, parce que ça prend du temps. C'est des technologies qu'on ne maîtrise pas encore complètement. Ouais.
parce que sur la biscuiterie c'est une chose, sur la partie glace c'en est une autre. On est d'accord, Mais- toujours à base de haricots blancs. Alors haricots blancs ou une autre légumineuse, à Une voir autre c'est légumineuse. celle qui s'y prête le mieux. Mais l'intérêt c'est de faire des glaces qui sont végétales. Où en fait tout l'intérêt, c'est pour ça qu'on a créé la société, hein, c'est garder le côté gourmand des produits, c'est pour ça qu'on les mange, mais en faisant mieux pour la santé. Et en fait le Nutri-Score est un outil pour signaler la meilleure qualité nutritionnelle de nos produits, quoi. D'accord, donc là, il va falloir se pencher sur le foisonnement de cette matière première Exactement, ouais, c'est végétale. complètement une autre technologie C'est- par rapport au biscuit qu'on maîtrise, donc c'est C'est ça. Ouais. C'est ça, c'est ça. Et dernier point, Robin, c'est que voilà, vous avez besoin aussi sans doute d'avoir bien un outil de transformation pour tous ces développements, toutes ces productions. Comment vous allez faire? Vous cherchez un partenaire? Alors il y a différentes options, soit on peut choisir d'internaliser à l'image de Cyril, à voir soit on part avec un partenaire qui a les connaissances sur la glace, parce que autant sur le biscuit on commence à être un peu calé, mais sur la glace pas trop, donc à voir. Soit on internalise, soit on passe par un prestataire, c'est pas encore défini, c'est vraiment des projets, là je vous parle de projets qui sont moyen terme, Ouais. les prochains produits à sortir sera vraisemblablement toujours de l'épicerie sucrée, la glace c'est vraiment le plus, Oui, on va oui, dire plus tout à tard, fait. ouais, Je voilà. comprends. Cyril, alors même question, des nouveaux développements en tête? Beaucoup. Je rebondis, je suis entièrement d'accord sur ce que vient de dire Robin sur le Nutri-Score et la valorisation des recettes et des légumineuses. On est même beaucoup dans cet axe-là. Comme je vous disais, on a un nouvel outil de production qui nous permet aujourd'hui de nous amuser. Et on est en train de développer des nouvelles recettes de chips à base de légumineuses aussi pour pouvoir faire de la chips hyper protéinée. On fait des chips, on a des développements sur de la chips de pois chiches, de la chips de fèves entre autres. Toujours en filière 100% française, bien sûr. Et on est en train aussi de faire pas mal d'essais sur des valorisations de coproduits. C'est très à la mode, on en parle un peu comme les fraises dont vous parliez chez Rouage. Nous, on est en train de faire des essais de chips à base de drèche de brasserie. Je pense que vous avez entendu parler de ça, donc des résidus qu'on De obtient brasserie. lorsqu'on fait de la bière. On fait aussi des chips à base d'okara de soja, qui est aussi un coproduit qui résulte de la fabrication du tofu. Voilà, donc on a pas mal de projets et on est en train de s'amuser à essayer de faire des chips, valoriser aussi même des graines de moutarde épuisées. Enfin voilà, il y a plein de choses sur lesquelles on peut s'amuser. Donc tout ça, ça devrait. Nous, par contre, on va essayer d'être que ça soit prêt très rapidement, début d'année. D'accord, merci à vous Cyril. Merci. Merci. On peut applaudir nos trois intervenants pour ces échanges qui nous ont permis effectivement voilà, de voir ce que c'est la réalité de ces entreprises innovantes. On a le temps pour une ou deux questions si vous le souhaitez, demandes de précision, témoignages, réactions. C'est le moment, j'en profite pour vous rappeler que nous sommes en direct sur la plateforme mysafia.com et que nos interventions seront disponibles en replay. Alors une question, n'hésitez pas, un micro circule dans la salle. Monsieur, merci de vous présenter avant de poser votre question. Oui, bonjour, Pierre 3, Saveur du Tarn. Juste, vous avez beaucoup parlé du Nutri-Score et comme il va y avoir des évolutions, est-ce que vous en avez tenu compte ou est-ce que ça impacte vos différents projets? Ah oui, il va y avoir des ajustements sur les règles de calcul. Qui veut répondre, Robin? Oui, exactement. Pour la fin d'année, ils ont affiné le Nutri-Score et pour le mieux, du coup, ils ont revu les échelles de notation sur différents produits. On est impacté moins que d'autres produits, mais on est impacté quand même, notamment sur la meilleure prise en considération de ce qui est céréales complètes et le reclassement de certaines noix aussi. Mais du coup, on le prend en compte et on va être amené à modifier quelque peu nos recettes, moins que sur d'autres catégories de produits, mais quand même, il y a une modification à prendre en compte. Ouais. Cyril, un constat? Oui, alors nous l'impact est très 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 léger. Même on est en train d'affiner tout ça, mais on n'aura quasiment pas d'ajustement. On avait une liste d'ingrédients et des recettes qui font qu'on ne devrait pas avoir d'impact. On était déjà plutôt dans les clous. Merci pour vos réponses. On a le temps pour une dernière question. N'hésitez pas à vous signaler. Oui, Madame devant, si on peut lui apporter le micro. Merci de vous présenter. Oui, bonjour. Donc du coup, Muriel du domaine du Surac pour le verjus du Périgord, enfin productrice de verjus. Mais du coup, ça m'intéressait de savoir si vous étiez, et nous on est en agriculture biologique, est-ce que c'est quelque chose qui est intéressant pour vous? Est-ce que ça fait partie de vos cahiers des charges? Et sinon, pourquoi? Alors, la certification agriculture biologique, qui veut répondre? Allez-y, Robin. Nous, donc, c'est pas, on a fait le choix de ne pas partir en bio pour différentes raisons.
La première était économique, donc parce qu'on était déjà en tant qu'entreprise innovante, produit innovant, un produit qui était supérieur au marché. Le rajouter en bio, ça allait encore plus rajouter du prix, sachant qu'on a un produit qui s'adresse, qui est du PGC, donc produit de grande consommation. Donc c'est difficile de percer en bio dans ce contexte-là. Au final, on ne regrette pas notre choix parce qu'on a vu le bio qui a un peu dégringolé ces derniers mois avec l'inflation, etc. On ne regrette pas. Et aussi, il y a aussi toute cette partie donc, sur la sélection de sourcing, sélection du produit. On est tous les trois dans la société ingénieur agronome, donc on a les capacités en interne pour venir sourcer les bons produits. Tous les bio ne se valent pas, tous les conventionnels ne se valent pas non plus. Et donc on a, nous, cette capacité de faire les bons choix. Donc on préfère partir là-dessus, avoir des ingrédients d'aussi bonne qualité mais un peu moins cher qu'on source en France et même localement pour la farine. Donc pour ces raisons-là, on a choisi de ne pas partir en agriculture biologique. Cyril? Je rebondis un peu sur ce que disait Robin. Alors nous, pour le coup, on est 100% bio. C'était un choix dès le départ. Après, encore une fois, faire du bio, ça n'avait pas de sens pour moi de faire du bio, c'était pas du bio local. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de bio sur le marché. C'est faire du bio de Thaïlande j'ai rien contre les Thaïlandais, mais enfin voilà, nous on a des produits concurrents aujourd'hui qui font du bio, qui viennent un peu partout. Ah oui. Donc pour nous, le bio, c'est plus un argument supplémentaire. C'est pas vraiment la porte d'entrée. Nous, la porte d'entrée, c'est la nutrition, c'est la qualité. Et après, le petit plus, c'est qu'on est bio et on est 100% bio. Mais c'était pas la porte d'entrée de départ. On voulait déjà, comme l'a dit Robin, on peut trouver des très très bons produits en agriculture durable, en zéro pesticide. Enfin, on peut trouver aujourd'hui des produits qui sont pas forcément certifiés bio, qui sont très qualitatifs. Le bio suffit pas en fait. Ouais, mais à mon sens, c'est important pour vous, mais nous aujourd'hui, on est 100% bio. Mais je pense qu'il faut aller plus loin, ouais, tout à fait. Entendu, merci pour ces réponses. On peut les applaudir encore une fois pour ces beaux témoignages. Ils auront le plaisir effectivement de revenir nous apporter des produits pour la séance de dégustation tout à l'heure.